Le 18 août 1961, dans le parc de son château en Dordogne, Joséphine Baker est décorée de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre. L'émotion est visible sur le visage de l'ancienne résistante, entourée de ses proches. Pour cette Française d'adoption, c'est la consécration. Née en 1906 aux États-Unis, dans une famille pauvre du Missouri, l'enfance de Joséphine est marquée par la ségrégation raciale et les lynchages du Ku Klux Klan. À 13 ans, elle s'enfuit avec une troupe d'artistes, puis, quelques années plus tard, à New York, le destin est au rendez-vous. Joséphine Baker est remarquée par une productrice qui lui propose de venir danser à Paris. Le 2 octobre 1925, la foule se presse au théâtre des Champs-Élysées pour assister à la revue Nègre, le nouveau spectacle de Charleston et de musique noire américaine dont tout le monde parle. Joséphine Baker monte sur scène et le public parisien découvre, stupéfait, celle dont il ne pourra bientôt plus se passer. Déchaînée, la jeune femme se livre à une danse effrénée, du jamais vu. Dans ce Paris vibrant des années folles, Joséphine Baker triomphe. Alors que la France raffole d'expositions coloniales et de zoos humains, c'est en femme libre qu'elle joue avec les stéréotypes et les symboles racistes. Une ceinture de banane autour de la taille, Joséphine embrase les folies bergères et ses déhanchés torrides attirent le tout Paris. La mode s'en inspire et les Françaises adoptent sa coupe de cheveux. Née dans la misère et le racisme, Joséphine Baker est maintenant la première star noire de l'histoire. Mais la légende de celle que l'on surnomme la Vénus d'ébène ne fait que commencer. La reine du music-hall devient bientôt espionne au service de la France libre. Engagée dès le début de la guerre, le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Joséphine Baker, qui a trouvé à Paris une terre d'adoption, est prête à tout pour défendre sa nouvelle patrie. Elle commence par chanter pour réchauffer le moral des soldats français. Sa popularité lui ouvre toutes les portes, surtout celles des ambassades, où lors des soirées mondaines, elle glane de nombreuses informations stratégiques qu'elle transmet au contre-espionnage. Puis, lorsque l'envahisseur nazi s'empare de son Paris adoré, elle se réfugie dans sa propriété en Dordogne, où elle entend l'appel du général de Gaulle. Elle rejoint aussitôt la France libre, pour laquelle elle continue de transmettre des renseignements à l'encre invisible sur ses partitions de musique. En 1942, quand les Alliés prennent le contrôle de l'Afrique du Nord, Joséphine Baker parcourt des milliers de kilomètres, de Tanger à Damas, pour donner des concerts et apporter son soutien infaillible au général de Gaulle. Enfin, elle intègre l'armée de l'air comme officier de propagande. En 1945, Joséphine Baker savoure la victoire alliée. Mais un nouveau combat commence pour l'enfant du ghetto de Saint-Louis. Joséphine Baker cache une blessure secrète. Malgré sa célébrité, sa fortune et ses médailles, la vedette n'est pas reconnue dans son Amérique natale, où la ségrégation raciale demeure. Mais en 1951, l'artiste est programmée aux États-Unis pour une tournée en Floride. Joséphine Baker impose que son concert à Miami soit ouvert à tous, quelle que soit la couleur de peau. Une révolution. Corps et âme, elle s'engage dans le mouvement pour les droits civiques et le 28 août 1963, lorsque Martin Luther King prononce son célèbre discours à Washington, elle se tient à ses côtés. Seule femme à prendre la parole, c'est sans plume ni paillettes qu'elle se présente devant cette foule immense, mais avec l'uniforme de la France libre. Elle aussi fait un rêve, celui d'un monde où les différences de couleurs n'auraient plus d'importance. Elle adoptait ainsi 12 enfants d'origine multiethnique pour fonder la tribu Arc-en-Ciel dans son château des Milandes.